Bonsoir à tous et à toutes. Donc on va voilà. Bienvenue à cette Actu Attaque consacrée à la santé face au néocapitalisme. Tout un programme. Enfin, nous verrons en fin de séance si le titre est à la hauteur de ce que nous espérions. Et donc on a proposé de faire cette Actu Attaque sur ce sujet-là parce que la santé, évidemment, est un élément extrêmement important et on est dans des logiques plutôt de désinvestissement public et dans des logiques de marchandisation ou dans des logiques de services de plus en plus, en tout cas qui sont souvent perçus de façon de plus en plus comme des services commerciaux, y compris pour une série de services qui étaient plutôt dans la sphère publique. Voilà. Et évidemment, avec les bienfaits de l'Europe, en tout cas certains bienfaits de l'Europe, cette logique de marchandisation des services ne fait qu'être accentuée. Alors, nous allons nous poser une série de questions, et dans un premier temps, nous avons demandé à Yves Ellendorf, qui est secrétaire permanent national de la CNE et qui est responsable pour les questions des soins de santé, de pouvoir venir nous éclairer, ou en tout cas de nous donner son point de vue sur une série de questions. Donc il fera une intervention d'une quarantaine de minutes et puis il y aura un débat avec la salle. Voilà, et donc nous allons un petit peu essayer de voir comment est-ce que toutes ces transformations se concrétisent, se traduisent concrètement pour le secteur de la santé, pour les hôpitaux, pour les maisons de repos. Est-ce que cette idée qu'effectivement on est dans une logique de privatisation, c'est une vraie privatisation, ou est-ce que c'est un changement du type de gestionnaire privé de la santé, puisqu'il y a déjà depuis longtemps des grands pans de la santé qui sont gérés par le privé? Est-ce que dans cette évolution, c'est des évolutions qui amènent... Ah, voilà, là on va m'entendre, merci. Est-ce que dans cette évolution, ça amène une meilleure qualité de service? Oui ou non? Est-ce que ça amène des économies pour les pouvoirs publics? Et est-ce que les normes d'encadrement pour gérer ces politiques de santé publique sont plus efficaces qu'avant? Oui ou non? Voilà. Nous allons débattre de ça et je passe la parole à Yves Ellendorf pour aborder toutes ces questions. Donc, je pense que pour parler un peu de l'impact de la privatisation, de la commercialisation, il faut repartir des valeurs qui sont les nôtres quand on parle de service public. Alors, service public, c'est service au public, mais c'est en même temps un espace public, c'est un espace qui est accessible, qui appartient à tout le monde. Donc c'est en opposition à privé, où c'est quelques-uns qui disposent et désolé, mais la semaine a déjà été dure depuis le début, donc je suis un peu fatigué. Donc ça va revenir au fur et à mesure, ça va chauffer un peu, ça va aller bien après. Donc, et qui possède, je voulais chercher le mot. Donc, la notion de service public, pour moi, il faut reprendre au moins 5 éléments, 5 axes sur lesquels je vous demande de garder cette notion pendant le débat et pendant l'exposé, parce que on y reviendra à la fin pour voir en quoi ces valeurs ou ce que nous appelons service public évolue dans les mentalités, dans la façon dont on organise la société, mais aussi dans ce dont on attend d'elle. Donc, vous savez que à certains moments, la sidérurgie était nationalisée et on trouvait ça normal. Aujourd'hui, quand on parle de nationaliser la sidérurgie, on nous dit, mais enfin, qu'est-ce que les pouvoirs publics vont faire dans ce bordel? C'est pas leur rôle. Bon, ok. Quand les chemins de fer étaient nationalisés ou sont nationalisés, vous voyez déjà qu'en Europe, la variété commence à se faire par rapport à cela. On dit, mais c'est normal que ce soit nationalisé. S'il y a 3 lignes de chemin de fer de compagnies différentes qui vont d'une ville à l'autre, est-ce que ça a un sens? Non. Est-ce que le transport public n'est pas une compétence publique? On commence à se dire, ben oui, mais est-ce que le transport des marchandises, c'est public?
Oui, normalement. Si je prends le camion, c'est pas public. Si je prends le train, c'est public. Pourquoi? Donc, tout de suite, on voit que la notion de service public a comme ça des limites ou des sensibilités très variables en fonction de ce que l'on perçoit comme service. Si on va un peu plus loin, ben, il est évident que la gendarmerie, c'est public, elle appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, elle s'adresse à tout le monde, il y a une accessibilité pour tout le monde, donc ça, il n'y a personne qui va dire que ça doit être privé. Les milices privées, ça c'est privé. Mais la gendarmerie, elle est publique. Donc, ce qui constitue vraiment la base même des fonctions régaliennes, comme on les appelle, c'est public, ça paraît assez logique, on ne va pas trop se poser de questions là-dessus. Entre l'ensemble de ce champ, vous voyez que la variété est très importante. Et les soins de santé, les services à l'intérieur de cela, sont vraiment, à un moment donné, dans cet espace, est-ce qu'on les considère comme services publics? Je veux me faire refaire le sein. Est-ce que c'est un service public? Il y a des cliniques privées qui font ça. Mais est-ce que la société doit prendre ça comme un service public? Il y a des questions qui vont se poser assez rapidement quand on parle de confort, quand on parle parfois de luxe, hein, et donc jusqu'où doit-on aller par rapport au service à la population? Donc simplement, je trouve que c'est important de garder cet élément dans la discussion parce que la notion de service public n'est pas une notion déposée qui ne varie pas ni dans le temps, ni dans les valeurs, dans ce qu'on vit, ni dans les différents pays. Alors ce sur quoi nous nous basons, nous, pour dire qu'un service est public, c'est quelques éléments qui nous paraissent quand même importants. C'est d'abord la finalité. Il doit être un service public, quelque chose qui s'adresse au public, pour le public. Et donc, ça n'est pas une finalité de financer des investissements, des investisseurs, des capitalistes. C'est bien qu'on met de l'argent dans quelque chose pour rendre un service public. Deuxième élément, c'est le mode de financement. Qui le finance? Est-ce que c'est uniquement l'utilisateur? Est-ce que c'est l'utilisateur sur base d'une base collective ou solidaire? Vous voyez tout de suite qu'on parle là de la sécurité sociale. Ou plutôt sur une base assurantielle, où celui qui a pris une assurance privée peut se permettre d'accéder à tel ou tel service à travers un financement privé. Donc, deuxième axe dans lequel on va devoir se positionner, c'est quel type de financement par rapport au service public. Troisième axe, c'est le management. Tu en as parlé tout à l'heure. Quel type de management mettons en place? Est-ce qu'on gère de la même façon une entreprise publique, un service public, ou un service privé? C'est une question. Il y a 20 ans, vous auriez eu une réponse en disant « Bien sûr que non, hein, nous ne sommes pas des gestionnaires d'entreprises privées. » Maintenant, allez voir les patrons du non-marchand, hein, certaines fédérations patronales, j'aime autant vous dire qu'ils se font vraiment les chantres d'une gestion professionnalisée maintenant. Nous sommes des professionnels, nous ne sommes plus des bénévoles ni des militants, nous sommes des professionnels de la gestion. Et donc ils se mettent en avant sous cette forme-là et ils se targuent d'être des modèles en la matière. Et sans doute qu'ils ont des capacités vraiment créatives très importantes en matière de gestion. Un élément important en matière, je disais tantôt public, c'est le contrôle démocratique. Un élément qui doit vraiment nous interpeller. Est-ce que le service reste au service de la population? Et est-ce que les utilisateurs et les travailleurs ont quelque chose à y dire? C'est un axe important dans cette notion de service public, me semble-t-il. La notion de qualité. On ne fait pas le service pour du fric, on fait le service pour rendre service à la population. Donc par définition, la qualité doit être un élément
Et c'est un élément qui est fondamental si on veut sauver le service public. On ne peut pas se contenter d'un service public de mauvaise qualité si on veut le sauver. Donc cet élément-là doit être absolument intégré dans les bases du service public. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, l'accessibilité. Un service public, par définition, il s'adresse à tout le monde. Et donc, on va dire qu'il est universel. L'universalité du service public, nous devons garder la capacité de ne pas trier les bénéficiaires, de ne pas exclure une partie des bénéficiaires. Et donc ça, c'est aussi un des critères qui doit nous aider à définir ce qu'est un service public, à mon avis. Quand je parle de service public ici, je fais une fois et puis après, on dira que c'est bon, si vous voulez bien, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz de toute façon. C'est service public et service non marchand. Donc je ne fais pas la différence à ce stade-ci. Si vous voulez, dans le débat, on peut le faire. C'est à la fois l'opérateur public en tant que service public, hein, autorité publique, ou associatif qui assure un service délégué par l'autorité publique. Donc l'autorité publique qui définit un cadre et qui dit « si vous faites ça, je vous subventionne, mais vous devez respecter une série de normes pour le faire ». Donc ces deux, je reprends les deux dans le même concept. Parfois je parlerai d'activité non marchande ou bien de service public. Je ne fais pas la différence au stade. On peut en avoir une discussion là-dessus, mais je pense que ce n'était pas ça l'objectif aujourd'hui. Donc premier élément de cadre, je trouve que c'est vraiment important de garder ces éléments-là parce que c'est ce qui nous permet après d'évaluer en quoi ces politiques changent et pourquoi elles changent. Alors, essayer de décrypter aussi le mécanisme de privatisation et de commercialisation. En Belgique, la privatisation ne correspond pas obligatoirement à la logique de commercialisation. Donc, la privatisation a anticipé la plupart du temps la production de services publics. C'est-à-dire, c'est l'initiative associative qui a répondu à des besoins qu'elle identifiait et qui a créé un cadre, poussé à la création d'un cadre réglementaire qui finançait l'initiative ou le service, et l'autorité publique venait en complément souvent là où les gens n'acceptaient pas de s'intégrer dans un pilier, puisque c'était une société très pilarisée, on était catho de la naissance à la mort, et après on faisait une croix dessus, ou bien on était laïque, socialiste ou libéral, et on avait nos services, crèches, enseignement, et jusqu'à... Bon, hein. Donc ça a un peu changé quand même, heureusement, mais donc l'État disait, oui, mais moi si je suis ni catho, ni socialo, ni libéral, où est-ce que je vais? Vous avez ici plus loin la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité, c'est exactement ça. C'est une caisse qui dit, si vous ne voulez pas choisir une mutuelle, vous pouvez choisir la caisse auxiliaire de maladie invalidité, c'est-à-dire la mutuelle publique. Et donc, le public est venu toujours compléter cette notion de dire, si vous ne voulez pas quelque chose de coloré, bien, le service public. Donc, c'est un modèle assez unique en Europe, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, être dans le secteur privé ne veut pas dire être dans le secteur commercial en Belgique. Si vous passez la frontière outre-Kiévrin, n'allez pas dire que la privatisation, c'est pas de la commercialisation, ils vont vous rire au nez, et vous allez voir les syndicalistes vous tomber dessus en disant, nous, on défend le service public. Et la privatisation et l'associatif, c'est le marchepied pour arriver au commercial. En Belgique, c'est l'inverse, je pense. L'associatif est vraiment un garde-fou contre la commercialisation, je pense. Mais pas encore suffisamment, vous le verrez bien tout de suite, mais ça ralentit par rapport à d'autres pays. Donc, premier élément là-dedans, c'est l'élément de sous-investissement. Nous sommes dans une situation où, dans cette société néocapitaliste, comme on l'appelle dans le titre, les valeurs solidaires ne sont plus mises à l'honneur, et donc on considère que, après tout, est-ce que l'État doit s'occuper d'autant de choses? Est-ce qu'il appartient à l'État d'organiser les soins de santé, l'enseignement, l'insertion socio-professionnelle, le placement des chômeurs, et vous voyez tout de suite que... Bon. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'il appartient à l'État de ponctionner autant sur vos revenus?
franchement, vous travaillez pourquoi? C'est l'État qui vous prend vos sous. Arrêtez de travailler, ça sert à rien. Hein. Et donc, on a décrédibilisé de façon très importante ce qu'on appelait avant les contributions, qui était un terme très intéressant, me semble-t-il, de contribuer. Maintenant, c'est devenu des impôts, hein, et les impôts qui, par définition, c'est un vol de l'État sur vos revenus, votre travail, votre labeur. Vous aviez travaillé beaucoup, vous, et l'État vous a pris vos sous. Donc, on a, au niveau de l'État, une diminution des moyens et donc un choix qui est fait de ne plus investir autant dans les équipements et les services publics. Vous avez l'exemple des maisons de repos, par exemple. Il est évident que si aujourd'hui les holdings financiers européens se sont intéressés à la Belgique, c'est parce que le problème était essentiellement l'incapacité des investisseurs associatifs et publics de financer les infrastructures. Et on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, sur cet exemple-là plus particulier, mais on s'est retrouvé dans une logique où personne ne voulait mettre de l'argent dans les briques pour respecter les nouvelles normes, et donc il y avait un manque là que le privé s'est dépêché de couvrir. Deuxième élément, évidemment, c'est le fait que l'emploi n'étant plus aussi important, aussi nombreux, on a eu quand même des recettes de sécurité sociale qui ont diminué. Mais ça ne suffisait pas, et on y reviendra tantôt, avec l'effet de la crise. On a aussi eu, depuis quelques années maintenant, hein, ça date maintenant depuis plus de 15 ans, les premières réductions de cotisations de sécurité sociale. Le coût du travail est trop important, il faut réduire le coût du travail et donc réduire les cotisations de sécurité sociale. Et à chaque fois, on a dit, on réduit les cotisations de sécurité sociale, mais ne vous inquiétez pas, l'État va faire un financement alternatif. Donc la notion de sécurité sociale basée sur des cotisations patronales qui payent et des travailleurs a été remplacée ou compensée par des impôts, puisque l'État payait, mais pas les impôts sur les revenus mobiliers. Les impôts, c'est vous, c'est moi qui payons les impôts. Et donc, dans les faits, on a une réduction des cotisations patronales et une augmentation de la participation des citoyens dans le dispositif de couverture sociale. On a donc ce sous-investissement qui a entraîné, et je disais tout à l'heure dans les axes, une diminution de la qualité du service. Tout le monde se rappelle, a bien en tête, les mouroirs qui étaient certaines maisons de repos, les files d'attente, quand vous devez faire une prothèse de hanche, essayez d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologue, essayez de... vous voyez aujourd'hui qu'il y a une réduction réelle de la qualité de l'offre à partir du moment où il y a sous-financement. Mais à côté de la diminution de la qualité, souvent par une offre insuffisante, on a aussi une augmentation de la participation financière des gens. Les tickets modérateurs ont été créés, comme le mot l'indique, pour dire vous consommez trop, on va vous faire payer pour réduire la surconsommation. Cet effet-là de participation financière et de diminution de qualité a eu deux effets. D'une part, par l'augmentation du coût de la santé, une moindre accessibilité pour les personnes ayant des revenus bas. D'autre part, la recherche pour les gens qui avaient beaucoup d'argent de prestataires à prix coûtant, non subsidiés, qui peuvent rendre un service de qualité tout de suite. Prenez l'exemple de l'Angleterre et du Service national de santé. Ça, c'est vraiment l'exemple typique. C'est un fleuron jusqu'aux années 70-75. Puis, quand Thatcher est arrivé, vous avez eu un sous-investissement massif, une diminution importante des moyens donnés au système de santé national qui a justifié amplement la mise en place
d'un service privé de santé à côté, alors qu'il y avait un service national gratuit pour toute la population. Et c'est créé en parallèle un service privé à but lucratif, mais pour les gens qui avaient du fric et qui voulaient des soins tout de suite, parce que les files d'attente étaient beaucoup trop grandes. Ces prestataires privés qui, à côté des prestataires publics bénéficiant de la sécurité sociale, comme financement dans la santé, je vous rappelle, financement solidaire, et on a vu l'évolution du financement aussi, ces prestataires ont trouvé en Europe, à l'Europe, un allié de choix. Parce que la base de l'Europe, c'est Maastricht. Et Maastricht dit deux choses. Liberté d'installation et libre concurrence. Moi, opérateur privé à but lucratif, je considère que si la Belgique m'interdit d'installer mon hôpital privé, moi qui suis un investisseur grec, allemand, anglais, je trouve que c'est inacceptable dans l'Europe de libre circulation, de libre installation et de libre concurrence. De quel droit est-ce que la Belgique m'interdit de mettre en place un hôpital privé? Alors, la Belgique dit, ah, si vous vous installez un hôpital privé, on ne vous subventionne pas. Eh bien, dans un premier temps, je prends l'exemple de la Belgique, c'est pas le bon parce qu'on a encore trouvé quelques barrières, je vous disais, au niveau associatif et autres, pour donner des barrières, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est comme ça que ça s'est passé. On a l'exemple de la Pologne, ou même de l'Allemagne dans certains landes, ou en Espagne pour l'instant, etc. Des investisseurs privés s'installent maintenant sur base du fait qu'il n'est pas légal au terme du cadre réglementaire européen d'empêcher la libre installation. Et dans un premier temps, ils s'installent sans bénéficier de sécurité sociale. Mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est qu'ils contestent la discrimination dont ils font l'objet sur base du fait qu'il s'agit d'aides d'État. Ils considèrent que les subsides ou les prestations de sécurité sociale sont dorénavant des aides d'État. Donc vous voyez tout de suite que l'Europe a donné les bons termes tout de suite, libre installation, libre concurrence, aide d'État. On voit tout de suite qu'on a quitté totalement la notion de service public dont on parlait tantôt. On est maintenant dans un service. Et on considère que ces services à la population sont des services comme les autres. Donc, cette étape-là est en train de se vivre de cette façon très massive en Europe, dans la plupart des pays européens. On ne s'en rend pas compte trop en Belgique. On a encore pu bétonner une série de réglementations au niveau hospitalier, notamment sur le fait qu'il fallait être un opérateur sans but lucratif, soit ASBL, soit service public. Mais dans beaucoup de pays maintenant, on est avec des opérateurs privés à but lucratif qui ont pu se faire reconnaître en tant que prestataires. J'ai rencontré la semaine passée une syndicaliste portugaise, l'ancienne présidente du syndicat des infirmières portugaises, qui réexpliquait qu'à Lisbonne, 5 hôpitaux privés s'étaient installés et que depuis l'année passée, ces hôpitaux ont obtenu de l'État qu'ils bénéficient des prestations de sécurité sociale, contrairement à avant. Et donc, ils ont vraiment suivi ce mécanisme, ils se sont installés, pendant quelques années, ils ont fonctionné sans les prestations, et puis ils viennent en disant « Attention, on est là, vous nous traitez avec une discrimination ». Donc l'Europe est vraiment une aide énorme de ce côté-là. Mais ça ne vise pas que je prends les soins de santé parce qu'on parle des soins de santé, mais ça va beaucoup plus loin. Federgon, vous connaissez, c'est la fédération de l'intérim. Donc, Federgon attaque les ASBL d'insertion socio-professionnelle en disant que les subsides qu'elles reçoivent, c'est des aides d'État. Ce sont des aides d'État. Et eux font de l'insertion socio-professionnelle. Ils font ce service sans aide d'État. Et donc, nous devons avoir la possibilité ou bien de disposer des mêmes aides d'État ou bien de supprimer les aides d'État
aux EFT, aux ISP, autres missions locales et régionales, par exemple, pour vous donner quels sont ces types d'institutions. Donc, vous voyez que ça couvre un champ bien plus large que la santé. Là, j'ai pris la santé. Vous prenez les crèches par exemple, le milieu d'accueil ici à Bruxelles, vous avez maintenant des services commerciaux extrêmement poussés, qui sont des arnaques extraordinaires, mais enfin des arnaques, c'est pas des arnaques, hein. Ils font payer un prix énorme parce que tous les gens qui travaillent à l'Europe qui ont des salaires très importants, ben, évidemment que c'est une clientèle de choix, un appât énorme, et donc il n'y a pas de place d'accueil en suffisance, et donc ils sont là, ils venaient chez nous, laissez venir à nous les petits-enfants, les petits sans francs aussi, et donc on sait très bien que là il y a vraiment un marché à prendre, mais on n'est plus du tout alors dans la notion de service public dont on disait tantôt, il s'agit bien d'un écrémage. Et là, c'est un des éléments du mécanisme qu'on essaie de démonter aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se dire, bah, après tout, que les deux coexistent. Est-ce qu'il faut de mal à quelqu'un? La question, c'est bien, quels sont, par rapport à ce qu'on disait tantôt, l'universalité, quels sont ces investisseurs qui vont accepter n'importe quelle clientèle, patientèle, maladie, pathologie. En France aujourd'hui, 60% de ce qu'on appelle la chirurgie froide est traitée dans les hôpitaux privés à but lucratif. C'est quoi la chirurgie froide? C'est des prothèses de hanches, des cataractes, des prestations sans infection, pas en urgence, programmables, et très protocolées. Donc ce sont des interventions sur lesquelles on sait comment ça va, c'est comme ça, et bon. Et donc, un hôpital classique qui doit assurer la permanence 24 heures sur 24, le service d'urgence, la prise en charge de soins de différents types à certains moments, doit avoir une infrastructure, du personnel, etc., beaucoup plus variée, et donc des coûts beaucoup plus importants. Eux, ils ouvrent à 7 heures, ils ferment à 19 heures, à la limite, tout ce qui est salle d'opération et tout ça, c'est fini. À ce moment-là, il n'y a jamais d'urgence. Si jamais il y avait un problème, on renvoie au public. Hein, et ils font 5 opérations sur la journée. Chirurgien, le personnel, allez, ça suit. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Mais donc, on est dans une logique de sélection des patients solvables et des maladies ou des services rentables. Donc, solvable et rentable. Donc, à la fois rentable parce que le subventionnement est intéressant, ou solvable, enfin rentable parce qu'on peut faire payer le prix plein à des gens qui ont les moyens vraiment importants. Évidemment, quand vous faites ça, prenez par exemple le service d'aide aux familles. Le service d'aide aux familles, comme d'autres, c'est moi, le service d'aide aux familles comme d'autres services en communauté française, ou que ce soit à Bruxelles, en région wallonne ou même en Flandre, fonctionnent régulièrement avec des tarifs qui sont des tarifs tenant compte de la capacité contributive, c'est-à-dire évoluant avec les revenus. L'accueil de l'enfance aussi, les crèches par exemple, vous connaissez. À partir du moment où les gens les plus riches et les plus rentables vont dans les services privés à but lucratif, que reste-t-il pour les services publics? Les moins rentables, les moins solvables. Le nombre de factures qui ne sont plus payées aujourd'hui dans les services non marchands explose. Et donc la rentabilité même de ces services est mise en cause. Ce qui entraîne un accroissement du sous-financement. Donc vous voyez que le mécanisme de départ est amplifié par le fait que ces opérateurs privés à but lucratif écrèment les services qui peuvent être marchandisés et ne laissent que les services qui sont des services peu rentables ou peu solvables. Donc ça, c'est un élément du mécanisme complémentaire. Alors, évidemment, la crise n'a rien amélioré à ça. Au contraire, elle a vraiment accéléré ce mécanisme de façon importante, puisque
On a parlé des réductions de cotisations de sécurité sociale, vous avez encore entendu maintenant. Compétitivité, le coût du travail est trop important, on va encore réduire les cotisations de sécurité sociale. Et on s'en vante, hein. On s'en vante, hein. Le gouvernement dit on arrive à diminuer le coût le coût du travail en diminuant les cotisations de sécurité sociale, mais Elio tout à l'heure disait on a fait ça et en même temps on a sauvegardé le pouvoir d'achat. Oui, mais comment est-ce qu'on y arrive? En limitant les prestations, la chasse aux chômeurs, ou les réductions de remboursement dans les hôpitaux, ou, etc. Et donc, il n'y a pas de miracle. Quand on réduit les cotisations de sécurité sociale, on réduit les marges de manœuvre du financement des services au public. Et donc, quand on dit on a réussi à sauvegarder les deux, oui, théoriquement, mais dans les faits, la conséquence, ce sera qu'on va ouvrir les portes à la privatisation. La Belgique de demain, dans le cadre de la réforme de l'État, va être une Belgique où, du côté bruxellois et wallon, la commercialisation des soins va amplifier de façon massive, puisqu'il y aura un sous-financement bien plus grand encore de tout ce qui est le non-marchand. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan Marshall 2022, du côté wallon, le nouveau plan Marshall. Deux grosses priorités, et on ne les conteste pas, hein, l'enseignement et l'économie d'industrie. Qu'est-ce qui reste entre les deux? Les services au public. C'est ce qui est dans leurs compétences, c'est les services au public. Vous savez que les maisons de repos vont être transférées en région wallonne et à Bruxelles. Si on applique la tendance des 10 dernières années, aux 10 années qui viennent, donc par rapport aux critères d'évolution de la dotation qui sera versée par le fédéral, il va manquer 500 à 600 millions dans 10 ans. Donc si on regarde la tendance des 10 dernières années et qu'on applique la dotation, l'évolution de la dotation telle qu'elle est prévue dans la loi spéciale de financement, eh bien, il va manquer 500 à 600 millions dans 10 ans. Où va-t-on aller les trouver? C'est pas, on ne va pas investir dans l'infrastructure de personnes âgées, mais y aura-t-il moins de personnes âgées en Wallonie et à Bruxelles? Enfin, ce sera nous, de toute façon, mais... bon, donc, voilà, on essaie de mourir avant, mais je ne suis pas sûr que ça viendra. Donc, la crise amplifie les choses, ça c'est évident, mais d'autre part, l'Europe, qui nous aidait déjà beaucoup dans la privatisation et la commercialisation, a décidé de passer à l'accélération à la vitesse supérieure. Deux directives sont en train d'être passées pour l'instant. Une directive, je lis le terme parce que à chaque fois, parce qu'il faut... Directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Et il y a une autre proposition de directive, c'est la proposition de directive relative à l'attribution des contrats de concession. Alors, c'est quoi ce bidule? Le premier bidule, c'est le fait qu'on dise, dorénavant, tout le monde sait que les gestionnaires publics sont des irresponsables, politisés, c'est quand même terrible d'être politisé, et donc qui, par définition, ont des clients à qui ils vont donner les marchés, et donc il faut absolument passer pour tout par des marchés publics. Alors, on est maintenant dans la phase thèse, antithèse, synthèse. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, je ne sais plus qui. Et on est vraiment, on a basculé maintenant en disant tout doit être régi par des marchés publics. Transparence, c'est ça, tout à fait. Mais on en arrive à une folie. Je sors d'une réunion où dans les fonds sociaux qui gèrent la formation du personnel, on est obligé de passer par les marchés publics. Pour l'autre placement dans le secteur socio-culturel, pour savoir quel opérateur on choisit maintenant pour faire de l'autre placement dans le secteur socio-culturel, on est obligé de passer par des marchés publics, par une procédure d'appel d'offres. Vous imaginez? Donc on est en train... Le meilleur exemple qu'on a eu, c'est avec la prison à Ypres, là, où il y a eu 11 évadés parce qu'ils avaient dû passer par une procédure de marché public pour changer les serrures. Ça a pris un peu de temps, et donc il y en a quelques-uns qui ont trouvé l'astuce. Mais bon, donc allez, pour dire, ça,
allez, il y a des moments où il faut quand même... Eh bien, l'Europe est en train de nous préparer, enfin, c'est fait, hein, quasiment. Donc, le vote se passe en décembre, en principe. Il y a eu un accord entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres sur la première. Et on a là des horreurs, des améliorations sur certains points, mais des horreurs. Je vous lis, par exemple, l'article 74 et 76. Je ne vais pas vous les lire, mais ils sont relatifs aux services sociaux. Et ici, j'ai l'analyse de la Fédération syndicale européenne des services publics qui dit, donc ces articles relatifs aux services sociaux soulèvent des inquiétudes. Les marchés publics relèvent à présent du champ d'application de cette directive, donc sur les marchés publics. Ainsi, l'article 76A devient optionnel pour les États membres qui décident de créer une sphère sectorielle spécifiquement réservée aux services sociaux. Tout le monde a compris, je suppose. Cette éventualité sous-tend l'application d'un ensemble de critères dans lesquels la Fédération voit des stratégies de pression en faveur de la privatisation. Ce risque constitue donc un motif légitime de s'opposer à l'application du dit article. Alors, ça veut dire quoi ce truc? Simplement que si maintenant on dit les opérateurs publics sont obligés de passer par des logiques de marché public, mais y compris les services sociaux, et y compris les opérateurs d'application de la sécurité sociale. Et donc, il y a encore des possibilités optionnelles pour les États de les ressortir, mais de toute façon, il faut passer alors par au moins une étape de transparence dans laquelle, et de publication, pour lesquelles vous devez publier qu'il y a un marché qui s'ouvre et vous devez le faire, y compris vers les opérateurs privés à but lucratif. Mais l'État peut encore, aujourd'hui, suite aux pressions, etc., qu'on a fait, encore bloquer. Il a encore une capacité de bloquer sur les opérateurs, mais marchands. Donc, mais c'est une porte largement ouverte, donc tout le monde sait que c'est la première étape. Donc demain, l'Europe interdira au pays de dire qu'un hôpital doit être une ASBL ou un service public. C'est ça que ça veut dire. Deuxième étape, c'est la concession. C'est quoi la concession? Hein, vous voulez soigner les gens? Écoutez, c'est pas la mine, mais c'est presque ça. Et je vous donne une concession pour 10 ans. Et dans 10 ans, on rouvre le marché. Hein, et s'il y a des concurrents qui sont là, on va les appeler et on va voir un peu si vous êtes, vous, capable de maintenir la concurrence et de baisser vos prix, parce que sinon, vous avez un monopole. Vous avez une clientèle qui est fidélisée, et ça, on ne veut pas, parce que c'est contraire à la concurrence. Donc, vous voyez que, par rapport aux valeurs qu'on a essayé de mettre au départ, vous vous rendez bien compte que ces valeurs qui fondent notre notion de patrimoine social européen sont en train d'être totalement écrasées dans des logiques de services marchands. Et on fait comme si la santé était un marché, comme un autre. L'Europe, donc, est une Europe sociale, ouverte au monde, particulièrement ouverte à une partie du monde, puisqu'elle est en train de discuter un partenariat transatlantique sur les investissements et le commerce. Vous êtes tous au courant, je suppose, maintenant. Vous savez, non? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut... Tout le monde n'y était pas. C'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut développer l'effet Dracula. Tout le monde connaît l'effet Dracula, ça vous connaissez. Hein? C'est le fait de dire que c'est le genre de truc, plus on le met à la lumière, plus il s'affaiblit. Hein? Vous voyez comme Dracula. Et donc, c'est pas de moi, je ne sais plus vous êtes qui, mais j'ai lu ça quelque part. Je vous donnerai tantôt peut-être si je le retrouve. Mais, donc, c'est ce partenariat qui est en train de se négocier en transparence vraiment très limitée. Donc, vise 3 aspects, enfin 2 grands aspects, ce sont les limites, donc les barrières tarifaires. Il y a encore entre les États-Unis et l'Europe des produits qui font l'objet de taxations spécifiques dans un sens ou dans l'autre, et l'objectif c'est de supprimer ça. C'est de trouver vraiment un partenariat transatlantique où ça circule sans barrières tarifaires. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qu'ils considèrent comme les barrières non tarifaires. Alors, il y a 2 types de barrières non tarifaires. Le premier type, c'est les normes. Normes environnementales, normes sociales,
normes de protection, etc., etc. OGM, si vous voyez ce que je veux dire. Les États-Unis considèrent aujourd'hui que les barrières, enfin que ce que l'Europe met comme protection de ce type-là constitue une barrière aux investissements et au commerce transatlantique. Donc, dans leur cahier des charges de la négociation, c'est un élément fondamental. Les barrières douanières, enfin, les barrières de type normatif. Et troisième volet, c'est les services publics. Ils considèrent, eux, que les services publics sont des services comme les autres, qui doivent pouvoir faire l'objet d'investissements transatlantiques. Et qu'il est inacceptable que l'Europe continue à protéger ce marché des investissements internationaux. Donc, c'est un enjeu, vous vous rendez bien compte, fondamental. Cette négociation, qui s'est passée sans aucune transparence démocratique, constitue des risques fondamentaux sur le service public, tel qu'on l'a dit tantôt, mais je prends la santé, mais vous vous rendez bien compte qu'on parle de la santé comme un exemple dans un dispositif beaucoup plus large. Et donc là, on est vraiment au cœur de cette dynamique néo-capitaliste. Enfin, on est clairement là au cœur du problème de société qui est le nôtre. Crise accélère le désinvestissement public, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 minutes, donc je ne vais pas y revenir. Diminution des moyens de l'État, mais aussi augmentation de certaines dépenses de l'État en termes de chômage et de santé, à politique constante. Il devrait y avoir une augmentation des coûts de chômage et de santé dans une société où on diminue les couvertures sociales. Dans les faits, on ne constate pas trop. Que ce soit en Grèce, au Portugal, il y a une réduction de 25, 30, 40%. Et donc, par définition, ça signifie qu'on exclut. Ça signifie que l'universalité n'existe plus. Et donc, on bascule du commercial au service public et on arrive maintenant à l'humanitaire. En Grèce, près de 20% de la population grecque autochtone fait appel régulièrement à des services humanitaires en matière de santé. Les associations qui étaient là au départ, actives pour des personnes d'origine étrangère, des sans-papiers, etc., sont aujourd'hui les services publics pour une partie importante de la population. Les services publics dans le sens de services au public, de façon générale. Donc, on sent bien que ce glissement se fait à travers un écrasement de la logique centrale du service public au profit de ce qui est rentable et solvable dans le niveau commercial et de ce qui est pas rentable vers, on va appeler ça l'humanitaire à certains endroits, on va appeler ça l'assistance publique à d'autres. Et il y a la charité chrétienne, il y a, enfin vous pouvez en trouver, vous voyez ce que je veux dire. Non, ça je ne vais pas dire. Je ne peux pas. Alors, je ne sais pas où j'en suis, moi. Ça termine, non? Il reste encore 10 minutes, un quart. Ça va, vous tenez le coup? Parce que, et si c'est pas ça que vous attendiez, vous le dites, hein, on peut réorienter sans problème. Alors, j'avais pris quelques exemples, mais j'en ai déjà abordé quelques-uns. La Grèce, le Portugal, l'Espagne. En Espagne, c'est vraiment la vente des bijoux de famille, hein, donc avec le gouvernement de droite. Ce sont des investissements vraiment importants de groupes multinationaux qui sont occupés à racheter vraiment l'ensemble des hôpitaux publics. Hein. Les hôpitaux publics se font racheter de façon massive. Alors, au Portugal, ce sont des nouveaux hôpitaux qui se créent. Donc, on crée des hôpitaux. En Espagne, on vend les hôpitaux. Par des étrangers ou par des gens? Ah non, par des firmes, des fonds de pension, par exemple, des assureurs américains, les Allemands, et des multinationales déjà très actives dans le secteur de la santé.
si vous tapez, on m'a demandé si je voulais un projecteur et j'ai dit non, si j'aurais bien pris un tableau, mais ça j'ai oublié de le demander, donc c'est de ma faute. Si vous tapez EHPAD, vous savez ce que ça veut dire EHPAD? C'est en français, parce qu'en français ils ont énormément d'abréviations de toutes sortes. EHPAD, c'est établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes. EHPAD. Tapez ça sur un moteur de recherche. Vous pensez que vous allez tomber sûrement sur maison de repos et de soins de Fouveny-les-Berdouilles ou de... Vous allez sûrement tomber, si pas la première, au moins la deuxième, sur un fonds d'investissement, 3 étoiles, en disant que EHPAD est un produit financier actuellement qui répartit les investissements sur 3 ou 4 firmes multinationales qui investissent dans l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Et avec un taux de return de plus de 10% par an. Ils ont une croissance de l'investissement et une sécurité absolue. C'est un investissement. Si vous avez du fric à placer, placez-le là. Honnêtement, c'est un métier d'avenir. C'est là où vous allez gagner beaucoup plus que dans la petite enfance ou l'insertion socio-professionnelle. C'est des emplois non délocalisables. Et donc, oui, et puis, oui, c'est souvent une clientèle assez stable. Assez stable. Et donc, peu mobile. Voilà. Non, donc, on a, mais vraiment, allez taper, ça vaut la peine. Pologne, si on prend la Pologne par exemple aujourd'hui, l'hémodialyse appartient à Fresenius, qui est une multinationale allemande, qui au départ produit les instruments et le matériel nécessaire pour l'hémodialyse. Fresenius. F-E-R-Z-E-N-I-U-S. C'est S-E. S-E. Voilà. Cette firme a racheté les services d'hémodialyse en Pologne. Et donc maintenant, c'est elle qui est l'opérateur unique de l'hémodialyse en Pologne. Mais en même temps, en Pologne, vous savez que l'âge moyen des infirmières polonaises est de plus de 45 ans. Pas parce qu'il n'y a plus de naissance en Pologne, hein. Simplement que toutes les jeunes se taillent. Et donc, on est avec des soignants de plus en plus vieux dans les services. Et on a mis en place ce qu'ils appellent les contrats poubelles, qui sont en fait des contrats d'indépendantes. Donc les infirmières sont engagées dans des contrats d'indépendantes, dans des hôpitaux publics, mais surtout privés, mais les publics maintenant le font aussi en partie, et on est là avec une dynamique où ça permet de contourner évidemment la loi sur la durée de travail. Et donc ces infirmières doivent faire, pour avoir un salaire décent, 50, 55 heures, souvent dans 2 hôpitaux différents. Et donc, on a mis en place ce type de dispositif. Oui, des exemples de ce type-là, on en a toute une série. Mais ce qu'on constate aussi, de façon plus large que par rapport aux soins, et la Grèce en est un exemple, l'Italie et l'Allemagne sont des exemples différents, mais qui peuvent être mis en avant aussi, c'est que l'absence ou la diminution d'investissement dans les services publics a une conséquence importante sur l'emploi des femmes. Autrement dit, ce qu'on appelle le care, donc les soins qui étaient antérieurement faits par les femmes dans le cadre du travail ménager ou du soin à la famille, on va l'appeler comme ça, que ce soit l'aide ménagère, l'entretien, la garde des enfants, la garde des personnes handicapées, la garde des grands-parents, toutes ces tâches-là, on a, depuis, même avant la guerre, ça dépend des pays, eu quand même un nombre important de femmes qui quittaient ce modèle et se retrouvaient sur le marché de l'emploi, avec en parallèle la création de services publics correspondants. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'Europe, mais je prends l'exemple du Québec où j'étais il y a quelques mois, et ils ont prouvé par
l'augmentation de 20% du nombre de places d'accueil de l'enfance, une augmentation de 8% de l'employabilité des femmes sur le marché de l'emploi et une diminution de 25% du taux de pauvreté des enfants dans les familles monoparentales. Donc le fait de créer les places d'enfants, les places d'accueil de l'enfant, a augmenté de façon très importante le taux d'emploi des femmes et diminué très fortement le taux de pauvreté des enfants dans les familles monoparentales. Ça, c'est l'aspect positif du type social, parce qu'on est des sociaux. Mais ils ont aussi prouvé que 1 euro investi dans l'accueil de l'enfance avait rapporté 1 dollar canadien avait rapporté 6 dollars canadiens à l'économie en augmentation du produit intérieur brut par l'augmentation de l'emploi et de l'employabilité des femmes. Donc ce qui était intéressant, c'est que le social n'est pas un handicap pour la société. Le non-marchand et les services publics n'est pas un handicap pour la société, ni un handicap pour sortir de la crise. C'est un moyen, c'est une capacité qu'on a d'améliorer le fonctionnement d'une société. Et donc, arrêtons de nous mettre dans une situation défensive et une situation, à la limite, de complexe, parce qu'on ose revendiquer pour le secteur public et le secteur non marchand. C'est dans le public, ça. C'est un exemple dans le public, dont vous parlez. C'est un exemple, L'accueil ils ont augmenté le nombre de places à travers des accueillantes conventionnées, enfin, comme nous on appelle ici en Belgique, en communauté française, des accueillantes conventionnées, qu'ils appellent les responsables de garde en milieu familial, mais enfin, bon, peu importe les termes. Mais c'était une augmentation du nombre, et c'est financé par l'État. Oui, c'est ça. C'est financé par l'État, oui. Je n'avais pas bien saisi la question. Donc, on est dans ce schéma-là. En Belgique, donc, j'ai pris des exemples assez à l'étranger, mais en Belgique, bon, si vous prenez le Chirec, Edith Cavell par exemple, on a à la fois là un exemple où on a pu rester dans une logique d'ASBL, mais en même temps où le management, vous vous rappelez la grille du départ, où il y avait aussi cet aspect, quel type de management? Le management est un management de type totalement privé. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit, par exemple, par le fait qu'on ne va faire que des chambres privées qui permet aux chirurgiens ou aux médecins d'exiger des suppléments. On va sélectionner les patients qui ont une assurance hospitalisation. Première question quand vous rentrez à Cavell, est-ce que vous avez une assurance hospitalisation? Première question. On va attirer les patients étrangers. Vous savez qu'ils ont mis en place un dispositif pour aller chercher les patients étrangers, mais pas... vous voyez, je ne veux pas parler du... Bon, donc, le mania russe, le chèque, pas en blanc, mais en noir, ou... Non, le chèque arabe, les gens qui ont du fric, eh bien, il y a aujourd'hui des gens qui s'occupent d'aller prospecter auprès des populations riches étrangères pour venir se faire soigner au Chirec. Et il n'y a pas que le Chirec, hein. Donc je prends cet exemple-là, Saint-Luc fait un peu pareil, un peu moins, mais c'est bon. Et je peux vous dire par exemple que quand la ministre Onkelings a supprimé les suppléments pour les chambres à 2 lits, il y a quelques mois d'ici, ou 1 an ou 2 d'ici, on a eu une bagarre entre la délégation CNE, parce qu'on a osé faire une campagne contre... et ils ont annoncé qu'on allait perdre au Chirec des tas d'emplois parce que la ministre s'attaquait à ces pauvres hôpitaux, etc. On a dit, non, c'est normal, il faut rester accessible et universel. Et on a pu trouver quelques documents qui traînaient à droite et à gauche, dans lesquels ils mettaient tout en place une stratégie pour dire, voilà ce qu'on perd financièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, ça visait par exemple les sportifs, ça visait l'esthétique, ça visait donc toute une série de prestations sur lesquelles il y a un public qui est prêt à payer par rapport à... Bon, voilà. Et donc, pour vous dire que la réalité du management à but lucratif, même dans une ASBL, elle existe. Hein.
Parce que l'ASBL Chirec, c'est les médecins qui ont créé cette ASBL, et la variable, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'ASBL parmi nos prestations et nos remboursements à nous, médecins. Vous savez que les hôpitaux ont un financement de base, puis on va chercher dans le pool des honoraires médicaux un pourcentage pour faire fonctionner. Il suffit de réduire la perception dans ce pool pour augmenter les revenus des médecins et diminuer la rentabilité de l'hôpital. Et quand on dit c'est honteux, on va chercher de l'argent chez les médecins, mais c'est normal, c'est l'hôpital qui donne toute l'infrastructure. Donc quand un hôpital appartient aux médecins, ils sont évidemment jugés partis, puisque c'est eux qui disent, ben nous, on refuse de donner plus de 15%, alors qu'autre part, c'est 30, 35, 40%. Et on va chercher évidemment le différentiel dans la Porsche, la Ferrari et tout ce que vous voulez. Et donc, dire que c'est du non-marchand, tout est relatif. Voilà quelques exemples. Les maisons de repos, je vous en ai parlé. Donc, maintenant, à peu près 40% des lits dans certaines régions sont détenus par le commercial à but lucratif et les holdings internationaux. Chez nous, ça. Chez nous, en Belgique. Un holding français vient de racheter un holding belge, donc ça s'internationalise de plus en plus. Voilà pour lancer le débat. Merci pour ce tableau pas tout à fait réjouissant. Peut-être avant de passer aux questions de la salle, donc ce descriptif assez dur. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme est-ce que tu penses que par rapport à ce rouleau compresseur, à la fois au niveau politique, au niveau européen et à la fois au niveau économique, est-ce que tu crois qu'il y a encore des moyens de résistance et si oui, lesquels? Et par rapport à la Belgique, là tu as dit la Belgique a encore encore mis en place une série de barrières. Tu as expliqué que certaines de ces barrières étaient directement visées par les mesures européennes. Et donc, de ton point de vue, quelle est la stratégie ou quelle est la stratégie pour pouvoir faire de la résistance, voire de l'offensive par rapport à cette privatisation? Mais, enfin, je suis profondément démocrate et donc je pense que nous devons absolument avoir un rôle d'éducation permanente énorme vis-à-vis des électeurs. Je pense que notre responsabilité là où nous sommes, et moi en tant que syndicaliste dans les assemblées, vis-à-vis des militants, on produit des analyses, des documents on leur demande de répercuter vis-à-vis des travailleurs, c'est de dire quand vous votez, votez pour un autre modèle de société que celui qu'on est en train de nous faire et interpeller les gens pour qu'ils aillent voter. Donc je pense qu'on a des échéances en mai de l'année prochaine. On a mis en place à l'initiative belge d'une plateforme Santé Solidarité un réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé. Donc on a eu des réunions en Pologne, à Paris, à Bruxelles l'année passée et on est en train de finaliser un livre noir, je vais dire, de la privatisation de la santé. On voudrait produire normalement en janvier un cahier de revendication vers les candidats aux élections européennes. Donc c'est un cahier de revendication qui prendrait une série d'exemples venant d'une série de pays, qui montre les dérives et qui dit « nous ne voulons pas de ça » et par rapport à ça, nous vous demandons en tant que futurs élus européens de vous positionner contre ça, contre ça, contre ça, contre ça, ou pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Donc c'est vraiment un cahier de revendication qui doit faire l'objet d'une logique globale européenne, mais d'une action locale dans les différents pays vers les candidats aux élections, puisque les candidats aux élections, c'est dans les pays, c'est pas au niveau de l'Europe. Donc ce matin, j'étais à Luxembourg, donc à la Fédération des services publics, où on est en train de travailler au niveau global pour essayer de rassembler. Il y avait là 21 pays différents représentés au niveau syndical et on est en train de travailler sur ce type de démarche. Je ne dis pas que nous allons gagner, hein, mais
nous pensons que la résistance est possible et que c'est en l'expliquant, en faisant sortir ces mécanismes, qu'on est en capacité à un certain moment d'offrir les choix à la population. Oui, bonjour. Vous avez parlé en fait de toutes les difficultés et du fait que on essayait donc de réduire donc les frais de soins de santé payés par l'État, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de réorganiser la santé en elle-même? Moi, j'ai lu quelque part qu'en fait, un patient qui sort d'un médecin ici en Belgique a 90% de chances de sortir avec une ordonnance. Ce pourcentage n'est que de 10% en Suède. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui n'est pas explicable et qui pourrait être changé? Et si on réduit évidemment le pourcentage de remboursement de ces médicaments, c'est de l'argent qui sera là pour pouvoir servir à d'autres fins peut-être plus utiles. Et l'autre point, c'est que la Belgique aussi est excessivement en retard par rapport au taux de générique, par rapport donc aux médicaments, on va dire, à prescription, donc qui ne sont pas encore dans le domaine public. Et c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage, je dirais, de pressions qui sont faites pour obliger le médecin à recommander des génériques. Donc, réorganiser la santé. Je pense que c'est fondamental, c'est l'axe de la qualité dont on parlait tout à l'heure. Hein, un service public ne peut continuer à se justifier que s'il assure un service de qualité. Alors, au niveau de la santé, l'état de santé d'une population ne se détermine qu'à 25% sur les soins de santé. Vous pouvez mettre tous les soins de santé en route dans une population, vous n'ajouterez que sur 25% de l'état de santé sur. Les 75 autres pourcents, ce sont ce qu'on appelle les déterminants de la santé. C'est l'environnement, c'est le logement, c'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est l'ensemble des éléments qui font que les conditions de travail, excusez-moi, comme syndicaliste, ce sont ces éléments-là qui jouent sur 75%. Et donc, il est évident que ça n'a aucun sens d'augmenter, on peut mettre 25 hôpitaux universitaires à Bruxelles, l'état de santé de la population bruxelloise ne s'améliorera que de 2 ou 3%. Le problème ne sera pas là. Par contre, mettez 10 000 logements sociaux en place à Bruxelles, vous aurez une amélioration de 10 à 15% de l'état de santé de la population bruxelloise. Donc c'est évident. Alors maintenant, dans les soins de santé eux-mêmes, donc je voulais élargir même votre propos en disant, il faut aller plus loin que de dire simplement soins de santé. Maintenant, au niveau des soins de santé eux-mêmes, il est évident que la première ligne est totalement insuffisamment soutenue. On a développé, on a cru que l'objectif était avant tout d'avoir des équipements hyper sophistiqués, très spécialisés, hyper pointus, et que c'était avec ça qu'on allait faire améliorer l'état de santé. On améliore évidemment la prise en charge des cas les plus lourds et les plus spécifiques. Donc on fait des prouesses techniques importantes. C'est comme aller sur la Lune, c'est extraordinaire. Mais faire voler les avions sans qu'ils aient d'accident, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour tous les gens qui prennent l'avion que de voir qu'il y a quelqu'un qui a été sur la Lune. C'est un peu la même chose. Ce qui est important, c'est que quand on est malade, on puisse aller chez un médecin ou chez un pharmacien, chez une infirmière. Pourquoi un médecin? Peut-être déjà là, il y a déjà peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir. Un agent de santé, hein, quelqu'un qui puisse te dire, bon voilà, la base c'est ça, et puis si ça ne va pas demain, va quand même, voilà. Donc, il y a un travail qui peut être fait. Mais regardez par exemple, dans un hôpital, quel est le médecin qui va venir prendre votre tension? Si on doit prendre votre tension à l'hôpital, le médecin, il va passer, il fait le tour, il dit, vous prenez la tension, hein. Et il va chez le voisin et il demande à l'infirmière de prendre la tension. À domicile, la personne âgée qui est chez elle, le médecin dit, bon, je reviendrai prendre votre tension la semaine prochaine. Hein. Hein? Et il ne va pas envoyer une infirmière. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un remboursement d'une visite à domicile et qu'il n'est pas prévu qu'on paye une infirmière pour aller prendre une tension. C'est tout con. Mais donc, l'adéquation du niveau de qualification avec les besoins, c'est fondamental. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'on n'y est pas. On a beaucoup trop des infirmières à domicile qui sont des carouaches qui pourraient être mises en œuvre à travers des aides-soignants. Et
des visites de médecins, ou des choses qui sont faites par les médecins qui pourraient être faites par des infirmiers. Mais on a développé en croyant que le niveau de qualité... Mais on est coupables tous. Hein. Qui d'entre vous, quand il avait un petit bébé, n'a pas préféré aller chez le pédiatre que chez le généraliste hein? Non, mais... Bon, oui, on a... Bon, mais ça existe, mais je veux dire, on a comme ça, spontanément, l'envie d'être sûr de soi, et de... Bon, voilà. Mais je pense que là, il y a une marge de manœuvre aussi importante. Alors, oui, les génériques, sûrement, il y a une évolution. La Belgique était énormément en retard il y a 5 ans. Elle a rattrapé une partie de son retard, mais elle est encore en retard, donc il faut continuer. Par contre, le modèle Kiwi, là, on peut aller un peu plus loin. Donc, le modèle Kiwi, c'est le fait de dire, quand il y a une nouvelle molécule, donc les génériques, c'est quand les molécules ont été déjà amortis, donc les frais de recherche, publicité et autres frais ont été amortis, et donc le brevet à ce moment-là tombe dans le public, et qu'à ce moment-là, les autres firmes peuvent mettre en place une molécule, et donc tout de suite les prix diminuent par définition. Hein. Mais pendant la période où il y a une protection, entre guillemets, de la molécule, on a quand même régulièrement des molécules de même type qui sont produites par des firmes différentes. Et là, on a appelé ça le modèle Kiwi parce que c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils l'ont fait en premier, ils mettent en concurrence les firmes pharmaceutiques et il n'y a qu'une molécule qui est remboursée par la sécurité sociale. Et donc, ils disent, quelle est la firme pharmaceutique qui donne ce médicament au moins cher, et c'est celui-là, à même effet, c'est celui-là qui est pris en compte dans le remboursement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle Kiwi. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place aussi. C'est le générique. Hein. Non, pas le générique. Non, c'est pas pour générique. C'est avant le générique. Ça peut se faire aussi pour le générique. À la fois, on a la question du lien avec les firmes pharmaceutiques, et donc c'est toujours est-ce que une partie de service au public peut être retirée de l'ensemble pour constituer un élément marchand. Pour produire des médicaments, est-ce que c'est un service public ou est-ce que c'est une production industrielle? Enfin, je vais le dire comme ça. Mais donc il faut repartir de la grille d'analyse aussi et se poser ce type de questions. Si vous posez la question, enfin, je vous rappelle, il y a 2-3 ans que j'avais été au Mexique et je voyais les publicités pour les antibiotiques, 2 boîtes de, c'est plus Clamoxyl, je pense, pour le prix d'une, et ça nous choque. Mais eux, ça les choque pas, mais ça choque absolument pas. C'est un produit, quoi. Non, mais on est dans des, allez, et donc c'est ça que je dis. Soyons toujours. Est-ce que nous considérons que bon, alors les firmes pharmaceutiques vont dire non, nous sommes, des entreprises comme les autres, qui créons de la recherche, à partir de la recherche scientifique, de l'innovation technologique. Et donc, à partir de là, nous voulons déposer des brevets, valoriser ces brevets et avoir des recettes. Et pour y arriver, et c'est là que la question se pose, nous devons lever des capitaux importants. Nous devons aller chercher des moyens financiers pour investir sur la recherche de base, comment est-ce qu'on dit, la recherche fondamentale, désolé, mais je vous ai dit que la recherche fondamentale, et puis la recherche appliquée sur base de molécules qui pourraient répondre à tel ou tel, avec toujours le risque de savoir, est-ce que, je suis toujours dans la logique des firmes pharmaceutiques, donc ne m'accusez pas, est-ce que par rapport à la recherche que je fais, il y a un marché potentiel solvable, donc je ne vais pas investir beaucoup dans la recherche de vaccins sur le sida dans des zones où la population n'est pas solvable. Mais par contre, une molécule qui permettrait de régler le problème du diabète dans les populations riches, ça c'est une recherche où on va pouvoir trouver des capitaux qui vont s'investir assez facilement parce que là, on a des chances de return importantes. Ben voilà. Et donc la question c'est, est-ce qu'on considère qu'il faut nationaliser cette recherche ?
Et donc donner les moyens suffisants, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, pour que les firmes pharmaceutiques n'aient plus cette excuse pour dire nous devons vendre cher nos médicaments parce que nous couvrons des frais importants de recherche. Mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la recherche, on va être dépendant évidemment de ces firmes qui viennent après disant moi mon brevet vous ne l'avez que si vous payez. Hein. Bon. Et donc cette dynamique-là, elle reste quand même fort présente. Maintenant, dire que les firmes pharmaceutiques ont tendance à augmenter leurs profits, ça n'est pas tout à fait vrai. Donc je nuance. Hein. En Belgique, par rapport à il y a quelques années, il y a eu quand même, et il y a de façon constante, des limitations. Donc on a parlé tout à l'heure des génériques. L'évolution quand même est importante. Hein. On a une série, enfin encore dans le budget 2014, si vous avez entendu, donc qui a été approuvé hier à l'INAMI, au Conseil général de l'INAMI, les deux économies qui ont été faites, c'est dans les hôpitaux et dans le secteur pharmaceutique. Hein. Donc il y a une série de pressions qui se font. Mais on ne lutte pas à armes égales et il suffit évidemment que vous voyez la publicité pour les maladies orphelines, en disant c'est honteux, vous ne vous rendez pas compte, l'INAMI ne rembourse pas pour ces médicaments pour les maladies orphelines, et vous voyez que c'est sponsorisé par une firme pharmaceutique là derrière qui considère que développer ce produit, ça va lui rapporter à terme, mais il faut que l'État soit là pour payer. Alors évidemment c'est un cas malheureux, je ne le dis pas, hein, je ne dis pas le contraire, si ça arrivait à mes enfants, je serais sans doute le premier à dire il faut trouver. Mais est-ce que dans une vision d'amélioration de la qualité, enfin de la santé publique, est-ce que nous devons investir essentiellement dans... voilà, c'est un débat, c'est exactement la même chose que de dire qu'il faut des hôpitaux universitaires de pointe plutôt que de faire de la prévention et de la première ligne. Hein. C'est exactement la même logique. Hein. À un moment donné, quels sont nos choix? Une question, donc, quand vous parlez du personnel infirmier, donc les infirmiers et infirmières qui deviennent dont l'âge augmente et qui deviennent indépendantes de plus en plus. Vous parlez de la Pologne, est-ce que c'est un phénomène propre à la Pologne ou bien est-ce que ça se retrouve ailleurs? Donc sur l'âge, évidemment, tous les pays, et les plus récents sont plutôt l'Espagne et le Portugal et un peu l'Italie. Le nombre d'infirmières, je prends les infirmières parce que bon, oui, mais d'infirmiers, mais oui, mais voilà. Je suis infirmier moi d'origine, donc mais bon, le féminin l'emporte et il n'y a aucun problème avec ça. Oui peut-être, mais je vais parfois parler de puriculteurs aussi, ça ne me gêne pas, mais voilà. Mais il y a le même phénomène est en train de se passer dans des pays comme le Portugal et l'Espagne et la Grèce, mais la Grèce, ils ont plus de difficultés au niveau langue, etc. Mais avec des fuites des jeunes professionnels. Hein. Donc ça, c'est évident, c'est vraiment très très massif pour l'instant. Le Forum nous a contactés dans les fonds sociaux du non-marchand il y a un mois d'ici pour des salons de l'emploi où les agences de placement portugais et espagnols seront présents avec les CV des infirmières portugaises et espagnoles. Et le problème, évidemment, c'est à la fois qu'aujourd'hui, me disait la collègue portugaise, c'est pas seulement le fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ils trouveraient de l'emploi. Mais il y a eu 25% de la baisse des salaires dans le service public et il y a des conditions de travail qui deviennent impossibles. Et donc, dans ce secteur-là, c'est pas obligatoirement qu'on ne trouve pas d'emploi, mais les conditions de travail et de salaire deviennent vraiment très très mauvaises. Alors, donc au niveau des contrats, je ne sais pas si les contrats poubelles, entre guillemets, comme elle l'appelle en Pologne, existent autre part, mais je vous dis, en Grèce, le type de contrat public, c'est devenu de la merde.
Hein, donc la manière dont dans les hôpitaux publics maintenant on engage le personnel, c'est devenu vraiment catastrophique. Hein, et donc il n'y a pas de raison que ça n'existe que dans ces deux pays. Les dynamiques sont les mêmes. Et à partir du moment où on réduit de 25-30% le budget d'un hôpital, bon, alors en Belgique, dans le management, ce qu'on va trouver, c'est plutôt la sous-traitance. Et donc, l'hôpital, progressivement, ne devient plus que le cœur de l'hébergement, de l'hospitalisation, comme on dit. Et tout ce qui est au service de l'hospitalisation a tendance à se faire externaliser, comme utiliser le mot français, notamment les radios. Donc, par exemple, Saint-Jean vient d'essayer, c'est Saint-Jean, je pense, excusez-moi, mais j'ai un trou, je pense que c'est Saint-Jean, vient d'essayer maintenant d'externaliser sa stérilisation, en le passant à Stérima, qui est une firme qui fait de produits stérilisés. Eh bien, ils ont essayé, il y a eu des actions syndicales pour le refuser, ils ont réussi à le bloquer. Mais la stérilisation, les radios, les labos, l'entretien, cuisine, buanderie, morgue, non, ça je ne suis pas sûr. Mais enfin bon, tout ce qui n'est pas hospitalisation, il y a maintenant une tendance à l'externalisation. Alors nous avons essayé de combattre en Belgique, et ça a relativement bien marché, à travers ce qu'on a appelé le maribel social. Et c'est une des questions tout à l'heure, c'était le fait, est-ce qu'il y a moyen d'aller à l'encontre du dispositif aussi? Quand il y a des réductions de cotisations de sécurité sociale, l'objectif de l'État, soi-disant, c'est pour améliorer la compétitivité et donc relancer l'emploi. Dans le secteur marchand, rien n'a été mis comme condition aux réductions de cotisations. On les réduit et puis c'est tout. Pas de condition. Dans le secteur non marchand, nous avons exigé que l'ensemble des montants de réduction soient affectés à de l'emploi, à travers un mécanisme qu'on appelle le maribel social. Donc l'argent est transféré par l'ONSS et versé dans des fonds, et ces fonds répondent à des demandes des employeurs et des syndicats, donc paritaires entre travailleurs et patrons dans les institutions, pour obtenir de l'emploi qui doivent améliorer les conditions de travail et la qualité des services. Donc ça signifie... Dans le non-marchand. Et donc ça signifie que intégralement, les montants de réduction de cotisation de sécurité sociale dans le cadre du maribel ont été affectés à de l'emploi. On a pour l'instant créé plus de 15 000 emplois dans le non-marchand grâce à ça. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est, il me semble que tu m'as expliqué quand on préparait cette séance que, en même temps qu'il y avait ce mouvement des fonds d'investissement et tout qui investissaient dans le secteur des maisons de repos, en même temps, il y avait quand même des normes mises en place par le gouvernement qui avaient plutôt tendance à augmenter. Donc c'est paradoxal, on a l'impression que plutôt tout se dilite et c'est allez hop, gagnez votre argent là-dessus, mais qu'en même temps, les normes deviennent plus strictes. Donc j'aimerais que tu nous en dises plus. Dans les accords 2005, accords non marchands, donc c'est des accords sociaux, c'était De Motte qui était à ce moment-là ministre des Affaires sociales et de la Santé. On a obtenu, dans les équilibres où une partie allait vers l'harmonisation des salaires du personnel, etc., on a obtenu, il a fait passer dans les accords la création de 7000 emplois supplémentaires, mais qu'on a appelé des équivalents MRS. Alors, ça avait l'objectif de créer de l'emploi dans les soins de santé, faire plaisir aux syndicats, créer de l'emploi, 2, créer de l'emploi et donc des services, et 3, créer des lits MRS. Donc vous savez que dans les maisons de repos, il y a des lits de maisons de repos et des lits de maisons de repos et de soins. Et ça dépend du degré de dépendance de la personne âgée. À Bruxelles, en Wallonie, il y avait énormément de patients de type MRS, donc qui pouvaient aller dans des lits MRS, mais qui ne pouvaient pas y être parce qu'ils n'avaient pas de lit MRS. Donc ces gens-là étaient fort dépendants, mais étaient obligés de rester dans des lits de maisons de repos. Et donc, quand on a constaté ça, on a dit il faut essayer de donner des moyens pour permettre à ces
maisons de repos de se transformer de maisons de repos en maisons de repos de soins, puisque les résidents qui sont là, ce sont des gens qui ont besoin de plus de soins. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour être MRS, il ne suffit pas d'avoir une infirmière en plus. Il y a aussi des normes architecturales, des normes de fonctionnement, et notamment, je prends les kinés. Dans une MR, ils peuvent encore être indépendants. Dans une MRS, ils sont obligatoirement salariés faisant partie de l'équipe. Il faut un médecin coordinateur dans une MRS. Enfin bon, la continuité des soins doit être assurée par une infirmière. Enfin bon, il y a une série de critères, de normes qui font que en MRS, on a des exigences complémentaires. Mais par exemple, il faut aussi qu'il y ait des ascenseurs où on peut mettre un lit dans une MRS. Dans une MR, non. Vous voyez tout de suite qu'à Bruxelles, là où c'était des petits bouchers qui avaient racheté avec l'enveloppe qu'ils avaient pu mettre de côté pendant des années une maison de maître pour faire une maison de repos à l'avenue Louise ou je ne sais plus où, ce qui était le cas il y a 30 ans. Hein? Quand on a commencé, donc à Bruxelles c'était terrible, c'est parce que pendant que Bruxelles était au frigo, vous vous rappelez que Bruxelles a été au frigo pendant quelques années, rien à voir avec le climat, c'était le frigo institutionnel, hein, où on n'avait pas de capacité de produire des normes spécifiques à Bruxelles. On restait avec des anciennes normes, parce que Bruxelles n'avait pas de compétences réglementaires spécifiques. À ce moment-là, plein de gens qui avaient du fric créaient leur maison de repos en Bruxelles. On rachetait des maisons de maître, on foutait 3 vieux par ici, 2 vieux par là, 4 vieux là, et il y avait des gens qui couraient dans les escaliers pour en ramasser un, pour en relever l'autre, et de temps en temps, il y en a un qui mourait, qui permettait de rentrer un autre, et ça rapportait en tout cas beaucoup d'argent. Et puis, Bruxelles a commencé à faire des normes et à dire, fini vos mouroirs, fini vos trucs, maintenant, il faut avoir des sommettes, il faut, bon, etc. On a commencé à mettre des normes, ce qui a fait que beaucoup de ces petites maisons se sont écroulées ou se sont revendues. Parce qu'un lit, même vide et inexistant, ça se vend. Parce qu'il y a un moratoire et qu'il y a un nombre de lits maximum, et que donc, quand on a des lits, ça se vend, c'est comme un commerce. Et donc, c'est à cette occasion, enfin, donc, Bruxelles, voyez un peu, partait avec un déficit de ce type-là, et pas mal de petites institutions de ce type, et en Wallonie, beaucoup plus de petites aussi. Quand en 2005, on a fait ce passage avec De Motte, la plupart de ces maisons de repos étaient incapables de se transformer en MRS. Donc même si l'État leur offrait, entre guillemets, de l'emploi pour revenir aux normes MRS, au niveau architectural, elles n'avaient pas les moyens. Et donc, les groupes financiers ont très bien compris l'intérêt qu'elles avaient à ce moment-là de venir avec de l'argent sonnant et trébuchant. Ce que les communes n'avaient pas les moyens, ce que la région n'avait pas les moyens de financer, ce que les ASBL n'avaient pas les moyens de financer. Et donc, il y a eu, à l'insu de notre plein gré, comme disait je ne sais plus qui, hein, le fait que l'accord non marchand a eu un effet d'appel des fonds multinationaux pour racheter ces maisons, ces lits, et construire de nouvelles infrastructures qui répondaient aux lits MRS, ramener ces personnes âgées dans des lits MRS, avec un remboursement évidemment un tiers ou un moitié plus élevé que l'IMR, en allant chercher les emplois supplémentaires. Et c'est comme ça que le secteur non marchand a aidé à la commercialisation de maisons de repos. Voilà, et si vous connaissez toute je l'histoire. ma question, est-ce que ces normes sont protectrices par rapport à la qualité du service? Oui, oui. Non, honnêtement, allez, ceux qui ont connu les maisons de repos il y a 20 ans et ceux qui les connaissent aujourd'hui, il y a une évolution sérieuse. Maintenant, il reste des situations inacceptables. Donc, allez, moi, en 94-95, j'ai écrit le livre gris avec d'autres, hein, le livre gris des travailleurs des maisons de repos. Et on a eu des témoignages qui étaient des témoignages, donc on a fait appel à témoignages de résidents, de personnes, de personnel, mais c'était catastrophique. On a encore des témoignages, et notamment dans le secteur commercial, il est clair que les investisseurs qui viennent sont des investisseurs qui viennent pour faire du fric. Et donc, il est clair qu'il y a un effet de rationalisation important
dans ces grands groupes multinationaux, hein. Ça c'est évident. Et on a deux types de clientèle choisis par eux, soit de la clientèle riche, où là, on va mettre un piano dans le hall de séjour et les infirmières ont un petit col blanc pour servir à manger le midi. Hein. Vous allez au jardin de... là où c'était RTL avant, là, à Ariane, le jardin d'Ariane. Hein, allez voir le bâtiment et rentrez au jardin d'Ariane. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Non, mais je vous jure, hein, il y a une infirmière qui a été licenciée parce qu'elle ne correspondait pas au standing de la maison. Pour vous dire un peu. Donc ça, c'est un choix. L'autre choix, c'est la clientèle normale et c'est la rationalisation. Ça veut dire c'est le travail à la chaîne. Comment se fait-il, donc, alors que depuis, je ne sais pas combien d'années maintenant, beaucoup d'années, 40 ans, les maisons médicales, ça a 35, 40 ans, Oui, comment se fait-il qu'alors qu'elles ont fait la preuve qu'elles coûtaient moins cher, rendaient un meilleur service à la population en faisant un accompagnement beaucoup plus global, intégré, infirmiers, services sociaux, médecins, etc. Comment se fait-il que, alors évidemment ce modèle s'est développé, mais il n'a pas du tout pu entrer réellement en concurrence avec le modèle libéral de médecine privée, alors que c'est des choix. Je veux dire, les socialistes ont quand même été très forts chez nous pendant plein d'années, et ils ne sont pas encore inexistants, et que ça n'a pas pu être imposé par une simple logique économique, le développement de ce modèle. oui. Maison médicale, dans maison médicale, il y a médical. Et donc je pense que, qu'on le veuille ou non, encore majoritairement, les universités forment des médecins, et quand je dis les universités, c'est les stages beaucoup, qui reproduisent une vision de la médecine tout à fait particulière, avec une logique de travailler seul dans son coin et une logique de production d'actes, etc. Et évidemment, il y a les cours de médecine générale et il y a maintenant des dynamiques qui se sont mises en place, mais ça reste très majoritairement. La profession évolue, donc elle se féminise aussi beaucoup. Il y a donc, on ne va plus avoir de la même façon qu'on l'a vécu des médecins de famille qui acceptent de faire 80 heures semaine et qui vont faire les gardes tous les 2 jours, etc. Donc on a des exigences de conciliation, de qualité de vie qui augmentent beaucoup, mais ça reste quand même un modèle où si on fait de la médecine générale, on fait de la médecine générale pour que soit, enfin voilà, ça reste le modèle. Je pense que c'est en train d'évoluer, hein, mais ça reste quand même, moi, et alors la notion de privilège du côté de ce métier, c'est quand même, ils sont au-dessus de tout le monde, hein, leur a un culte, je ne sais pas comment ils font, ça doit être un virus là ou quelque part, mais quand on est médecin, quand même, allez, ça, ce n'est plus le cas pour les instituteurs, ce n'est plus le cas pour des tas d'autres professions, mais le médecin, quand vous allez chez le médecin, il est toujours assis plus haut que vous, hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Hein. Vous avez pu être 1m80, lui 1m10, mais vous avez toujours l'impression qu'il vous regarde de haut. Et donc, il y a là, je ne sais pas. Hein, mais maintenant, c'est peut-être du racisme, hein, quand je dis ça, donc il faut être attentif. Hein. C'est le début du racisme, en tout cas. Quand on catégorie les gens comme ça, je crois que c'est le début du racisme, et donc, soyons attentifs. Désolé, je ne le ferai plus. Aujourd'hui. Et alors... Je travaille en maison. Oui, j'ai entendu ça. Ce qui change quand même parmi les jeunes, quand on regarde, c'est que de plus en plus les jeunes médecins veulent travailler en groupe. Ce qui n'était pas vrai il y a 15 ou 20 ans. Ils ne veulent pas tous, loin s'en faut, le modèle des maisons médicales. Le modèle des maisons médicales reste quelque chose de très très minoritaire et qui est très mal vu au sein des médecins. Et il est multiple aussi. Hein. Il est multiple, mais quand on fait un choix de garde de quartier et qu'il y a des médecins de maison médicale et les autres médecins, je peux vous dire que tout ce qu'on reçoit, et vos patients qui ne sont pas éduqués, et qui ne sont pas ceci, et qui ne sont pas cela, et vous, les maisons médicales, on est encore très très fort stigmatisés dans notre travail, même si du côté du ministère, on reconnaît que la qualité qu'on fait en maison médicale est importante. Mais par exemple,
la subsidiation de nouvelles maisons médicales à Bruxelles, elle est bloquée. Or, les besoins existent, les demandes existent, la majorité des maisons médicales du forfait, il n'y a plus de place pour accueillir de nouveaux patients. Il y a des maisons médicales qui se créent, mais qui n'ont plus de subsides, contrairement aux anciennes qui reçoivent des subsides de la COP. Les nouvelles ne reçoivent plus de subsides. À Bruxelles, en tout cas, actuellement, elles ne sont plus subsidiées. Juste une question, est-ce que les institutions publiques se rendent compte et ont une position par rapport à cette perte d'utilité, parce que sont en train de commercialiser tous les services publics, est-ce qu'il a le sens qu'il a encore d'État? Donc ils perdent de plus en plus leur rôle. Des régulateurs, c'est tout. Oui. Mais moi, j'ai pas de réponse à ça. Hein, donc, mais vous mettez le doigt sur ben oui, ce que je disais au début. Hein, c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant les fondamentaux d'une société sociale telle qu'on la conçoit en Europe et en Belgique, où on la concevait. Et c'est vraiment ça le nœud. Hein, et si on dit, s'il y a des vieux qui ont de l'argent, il est normal qu'ils demandent à être dans une maison qui demande 90 € par jour, et vous ne pouvez pas empêcher ça, ou sinon ils vont dans des hôtels, parce que ça existe hein, aujourd'hui. Des hôtels qui se spécialisent dans l'accueil des personnes âgées. Ça existe en Belgique, mais surtout en Espagne. Hein. Allez voir sur la côte espagnole le nombre de vieux Belges qui ont leurs infirmières qui apprennent le néerlandais, les Espagnols qui apprennent le néerlandais. Non, je vous jure, c'est extraordinaire. Hein. Enfin bon, c'est autre chose. Mais non, parce que nous disons que nous importons les patients russes, Nous exportons nos vieux. mais nous exportons une partie de la population âgée dans des villages et autour de la côte catalane et autres. Et au Maroc. Et au Maroc maintenant, mais enfin bon, voilà. Mais donc, par rapport au Nord, moi je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça va. Hein. Et ça répond à ta question aussi. La Belgique, jusqu'à présent, avait un modèle où on ne doutait pas qu'il appartenait à l'État de définir les normes, et des normes qui étaient à la fois des normes d'agrément et des normes de subventionnement. Mais elle avait le droit de mettre des normes d'agrément. Par exemple, on va prendre l'ONE. Toute institution qui accueille des enfants aujourd'hui a l'obligation d'avoir un agrément ou un contrôle de l'ONE. Que ce soit la plaine de jeu, que ce soit l'école de devoirs, que ce soit... Donc, bon, on accueille des enfants, l'ONE doit pouvoir passer, vérifier, etc. Et elle définit des normes pour accueillir les enfants. Bien, de la même façon, il faut qu'on trouve normal que toute institution qui accueille des personnes âgées, ou des malades, ou des patients... Bon, et jusqu'à présent, en Belgique, c'était clair. Mais l'Europe dit que non, et les Américains disent que non. Ils disent, mais non, c'est un marché, il faut libéraliser, il faut considérer ça comme un marché, c'est-à-dire une liberté d'installation, de concurrence, et ne pas y mettre de limites. Enfin, dans le partenariat, partenariat, le mot, hein, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est une rupture vraiment de paradigme. Et une chose que Yves n'a pas éclairée, parce qu'il a mis beaucoup, c'est cette question du déplacement de mécanismes qui s'introduit avec les titres de service, où l'État ne finance pas le service, mais soutient la consommation, soutient le consommateur. Et ma question était, est-ce qu'il y a d'autres domaines, Yves, dans lesquels cette logique s'introduit? D'autres domaines, pas santé, à mon avis, plutôt aide aux personnes. Fred, tu n'oublies rien, toi. Non. Moi, j'avais noté, j'ai passé en disant ça va être beaucoup, mais... Mais si vous en avez marre, pas noté aussi, mais juste de mots. Non, il y a une phrase qui résume ça, c'est quand on solvabilise la demande, plutôt que subsidier l'offre, on déroule le tapis rouge pour la marchandisation. Voilà. Donc, mais c'est complexe. J'ai essayé de faire passer ça au congrès de la CSC. Tous les Flamands se sont demandé de quoi je causais. Et comme en néerlandais, je n'ai pas su l'expliquer, c'est pas passé. Ça a été refusé. Et donc,
Mais c'est vrai, je vous mens pas. Essayons. Donc, quand on solvabilise la demande plutôt que subsidier l'offre, on déroule le tapis rouge de la commercialisation ou de la marchandisation. Alors j'explique. Par les titres-services, par exemple, vous donnez à chaque utilisateur de l'argent qui lui permet de payer le prix coûtant du service. Donc l'utilisateur reçoit une aide pour pouvoir payer le prix coûtant du service. Vous mettez l'opérateur dans une situation où il répond à une demande payée au prix coûtant. Vous mettez en concurrence avec le service marchand. Parce que n'importe quel service marchand dit, mais pourquoi moi je n'ai pas accès à ce marché, entre guillemets, puisqu'il y a des gens qui sont devenus solvables. Ils sont prêts à payer le prix coûtant. Alors prenez les aides familiales. Chez les aides familiales, on a donc un service d'aide familiale qui est financé à l'heure. Donc le service est financé. On subsidie l'offre. Quand on met en place un système d'aide ménagère titre-service, on solvabilise la demande. Et donc, vous avez des tas de firmes privées qui sont venues en disant « Nous, on veut faire de l'aide ménagère maintenant. » Alors, les aides familiales qui avaient un service d'aide ménagère subsidié à l'heure ont vu tous les clients qui avaient un peu d'argent et donc qui payaient plus cher partir pour passer dans le titre-service, ou en plus, ils avaient déductibilité fiscale. Et déductibilité fiscale, jusqu'à preuve du contraire, c'est la mesure la plus inégalitaire. Puisque le taux d'impôt le plus élevé, c'est ceux qui ont un revenu le plus haut. Donc, quand vous faites de la déductibilité fiscale, c'est toujours sur le taux d'impôt le plus élevé, sur la part de revenu où il y a le taux d'impôt le plus élevé, par définition. Est-ce que je ne sais pas si c'est clair? Oui, c'est... Donc, la déductibilité fiscale, c'est la mesure la plus inégalitaire qu'on peut mettre en place. Quand les libéraux disent « Nous avons obtenu une déductibilité fiscale pour la garde d'enfants », c'est une mesure d'un libéralisme extraordinaire. On donne plus à ceux qui ont déjà plus d'argent. Mais, tout le monde... Moi, j'ai des enfants, ça m'intéresse évidemment. Plutôt que de dire, non, revoyons la participation financière des parents pour que les moins riches payent encore moins et que les plus riches contribuent selon leur capacité contributive. Voilà. Mais donc, c'est ça le mécanisme. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fin de soirée, ça peut... Et donc, est-ce que ça a gagné d'autres domaines que les titres-services? Oui, ça continue. Mais les maisons de repos, c'est typique. Les maisons de repos, par exemple, résidence-service ou autre, bon, vous avez ce qu'on appelle, enfin, c'est un peu compliqué parce que la réforme de l'État maintenant redistribue les cartes, mais Merci, laissons la réforme de l'État où elle est. l'APA, donc l'allocation personne âgée, vous connaissez sans doute, donc c'est une allocation que la personne âgée a pour pouvoir payer, participer au paiement des services. Ça, c'est typiquement une mesure qui solvabilise la demande. Par définition, elle est de nature à créer la même dynamique. Et donc nous disons par exemple que dans le cadre de la réforme de l'État, la région bruxelloise et la région wallonne doivent mobiliser les titres-services et l'APA pour réorienter ces montants vers les populations qui en ont besoin, par exemple. Mais ça, c'est un type d'action qu'on peut mener pour... Voilà, pas de subsidier l'autre, ça. Voilà. Mais c'est un peu compliqué à cette heure-ci et on est un peu fatigué quand même, non? Oui, on est un peu fatigué et on va s'arrêter là. En tout cas, un grand merci à Eric.